Voici donc le message adressé par Volodymyr Zelensky aux élus américains du Congrès via le Washington Post, le quotidien américain qu'ils lisent bien évidemment, ces élus. Voici son message qu'on vous résume. Donnez-nous les armes dont nous avons besoin ou bien nous frapperons toujours plus fort sur le sol russe. Étonnant, n'est-ce pas? On vous explique tout, justement, parce que ce dont il est question, bien sûr, ce sont des frappes sur les raffineries russes qui handicapent aussi les Américains. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a rien de plus embêtant, bien sûr, pour un président qui veut être réélu que des prix du pétrole en hausse. Alors bien sûr, l'impact, il est tout d'abord sur les Russes et on a des chiffres désormais, bien sûr, de ce que coûtent aux Russes ces frappes ukrainiennes. Camille Baron, bonjour. Sait-on justement ce que ces frappes régulières ont engendré comme dégâts et pourquoi pas comme hausse des prix sur place? Bonjour Florence, c'est bien déjà. Regardons cette carte qui montre toutes les frappes qu'il y a eu, les principales frappes en tout cas depuis le début de l'année, depuis janvier 2024. Au moins 14 raffineries ont été touchées par des drones ukrainiens avec des dégâts plus ou moins importants qui peuvent aller parfois jusqu'à plusieurs mois d'arrêt pour la production pour une raffinerie. Et ces frappes, elles se sont vraiment intensifiées déjà depuis le début de l'année. Je vous le disais, 14 depuis janvier 2024, c'est plus que 2022 et 2023 confondus, où il y avait eu 12 frappes sur les principales raffineries. Et selon Reuters, qui a compilé les données autour de toutes ces frappes, eh bien aujourd'hui, l'Ukraine a réussi à détruire 14% de la capacité de raffinage de pétrole brut russe. Et pour revenir sur cette carte, regardez, ces frappes, on voit bien qu'elles sont concentrées plutôt à l'ouest du pays, ici, proche de l'Ukraine, tout simplement parce que c'est le rayon d'action, la portée des drones ukrainiens qui sont utilisés pour frapper les raffineries, environ 1000 km. Et on a rajouté quelques points ici en rouge qui sont en fait des raffineries qui n'ont pas encore été visées par les drones ukrainiens, mais qui sont de potentielles cibles si ces frappes venaient à continuer. Donc ça pourrait encore s'empirer. Et d'ailleurs, selon un rapport récent des renseignements britanniques, étant donné la taille et l'ampleur du secteur énergétique russe, il est peu probable que la Russie soit en mesure de protéger toutes les installations vulnérables. Alors, donc, des frappes nombreuses et efficaces, ça on le sait maintenant parce qu'on a une idée de leur impact sur l'économie russe, Camille. Oui, tout à fait. Déjà, en fait, il faut savoir que le pétrole, forcément, c'est une part très importante de l'économie russe. En 2023, ça représentait plus de 27% de son PIB et 57% de ses exportations. La Russie, en fait, c'est le troisième producteur mondial de pétrole brut. Alors forcément, avec ces frappes ukrainiennes, eh bien, cette capacité de production, elle est diminuée. On l'a dit, 14% en moins pour le brut. Et ça a déjà des conséquences pour la vie quotidienne. Selon les dernières données du service fédéral des statistiques russes, eh bien, pour la dernière semaine, donc du 18 au 24 mars, après toutes les frappes qu'il y a eu début mars, eh bien, la production d'essence a chuté de plus de 7% en une semaine en Russie, un chiffre quand même très important. Alors forcément, le Kremlin a réagi face à ces conséquences avec deux réponses. Déjà, depuis le 1er mars, il y a une interdiction des exportations d'essence jusqu'à nouvel ordre, tout simplement pour garder suffisamment de carburant pour son marché intérieur face au risque de pénurie si ces frappes venaient à continuer et qu'il n'arrivait pas à réparer ces raffineries. Et puis, il y a aussi une augmentation des importations depuis la Biélorussie, qui est un allié très important de la Russie, son principal allié. Elle s'est donc tournée vers la Biélorussie pour avoir de l'aide. Regardez, ce sont les chiffres des importations de pétrole brut. On voit qu'en janvier, 0 tonnes d'importation, en février 590 tonnes et en mars uniquement sur la première quinzaine de mars plus de 3000 tonnes de pétrole importé. Voilà donc pour les premiers jours de mars, une courbe qui correspond, comme je vous le disais, aux frappes qui augmentent depuis le début de l'année par les drones ukrainiens. Merci beaucoup Camille. Des frappes qui ont donc un impact en Russie, on vient de le voir avec vous dans le détail, mais qui ont aussi un impact sur les cours mondiaux du pétrole, qui sont en hausse déjà de 15% cette année. Et ça, bien sûr, les Américains le redoutent plus que tout. On apprend donc dans la presse américaine que des avertissements américains ont été envoyés au SBU, au GUR, le renseignement militaire ukrainien, des services qui sont bien sûr à l'origine de ces attaques. Avertissements répétés
était, selon le Financial Times, Général Perruche, est-ce que Volodymyr Zelensky tient là sa carte maîtresse, celle qui pourrait finalement convaincre les Américains de voter cette fameuse aide, parce qu'il l'a dit, si vous nous envoyez les armes, j'arrête. C'est à peu près son message. Alors, je ne suis pas sûr qu'il obtienne ce résultat-là, mais je trouve tout à fait normal qu'il explique clairement la position dans laquelle le blocage américain met l'Ukraine. Les Américains sont quand même pas très cohérents et je dirais à la limite un peu cyniques en appuyant l'Ukraine maintenant en parole et depuis le 1er janvier dernier en ne fournissant plus de munitions. Et plus de munitions, pas seulement, mais pas non plus de système de défense solaire. Or, les Américains, depuis le début, on le sait, ont fixé une ligne rouge aux Ukrainiens en ce qui concerne le tir sur le sol de la Russie. Et cette ligne rouge, c'est bien, à condition que les Ukrainiens qui subissent toutes les nuits, tous les jours, les bombardements par missiles, par drones des Russes sur leur infrastructure, soient complètement protégés. Or, les Américains ne fournissent plus de renouvellement du Patriot en particulier. Et on voit bien que de plus en plus de missiles et d'engins tirés par les Russes atteignent finalement leur objectif par défaut de protection solaire. On ne peut pas demander donc en même temps aux Ukrainiens de tenir le coup, ne pas leur fournir de capacité, de laisser détruire leur infrastructure et de ne rien faire pour s'y opposer. Or, effectivement, le bombardement des Ukrainiens sur les centrales, les raffineries russes, c'est stratégique. Alors, ça a été très bien expliqué par Camille. Ce ne sont pas des armes occidentales qui permettent de les atteindre, ces raffineries. Ce sont des drones. Il insiste là-dessus, le président ukrainien. Il dit, ces frappes-là, on les fait avec nos propres armes. Il contourne cette ligne rouge. Est-ce que aussi... Oui, vous n'avez pas l'air convaincu, Cyril Gélibter. Disons que des drones, enfin les Ukrainiens ont effectivement travaillé dessus. Mais j'ai quand même un peu de mal à croire quand ils nous disent on les a fait nous-mêmes. Bon, je penserais plutôt à une aide justement occidentale dans ce domaine, puisque je voyais par exemple une entreprise ukrainienne, alors je n'ai plus son nom, mais ils avaient eu de l'aide d'entreprises américaines justement dans un certain nombre de domaines, peut-être celui des drones, c'est une hypothèse, et surtout le système russe, en fait c'est un système de rideau, c'est-à-dire que vous avez une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne, donc si jamais la première ligne n'arrive pas à abattre tous les drones, la deuxième va le faire, sinon c'est la troisième. Donc ce ne sont pas tous les drones qui y arrivent aussi. Et ça, il faut aussi prendre ça en compte. Oui. Alors, on a vu cette carte que nous montrait Camille Baron de toutes ces raffineries qui sont potentiellement aujourd'hui à portée de tir des Ukrainiens via ces drones. L'idée, elle est très claire. C'est de dire, si vous ne nous livrez pas les armes, on va frapper celle-ci, on va frapper celle-ci ensuite, et puis celle-ci. Est-ce que les Américains ont vraiment les moyens aujourd'hui de stopper ça? Parce que c'est le Congrès, finalement, qui bloque tout, Bélir Nabli. Non, mais ce qui est intéressant, c'est premièrement, que l'Ukraine a identifié un vrai levier stratégique à travers cette stratégie qui s'avère efficace. Et c'est comme un bol d'air d'une certaine manière, parce que le rapport de force, on le connaît, il est défavorable aux Ukrainiens dans cette guerre conventionnelle face aux Russes. Mais là, ils ont trouvé vraiment une arme stratégique très importante parce que efficace. Et donc, je n'imagine pas qu'il l'abandonne aussi aisément. Et puis, deuxième élément très intéressant, on voit bien que le principal allié de l'Ukraine, les États-Unis, n'ont pas exactement les mêmes intérêts que l'Ukraine. Et que cette divergence-là, qu'on a déjà identifiée dans d'autres séquences durant cette guerre, à un moment donné, nourrit les tensions entre ces alliés. Là, pour le coup, il y a un choix politique à faire. Et pour l'instant, les États-Unis ne sont pas en capacité à revenir sur la décision qu'ils ont prise d'une certaine manière et qu'a rappelé le général, à savoir finalement, et ça on l'a peut-être pas dit, c'est qu'il y a une autre guerre parallèlement et le choix de ne pas fournir autant d'armes, autant d'obus et d'autres types d'armements aux Ukrainiens, c'est aussi une conséquence de la guerre à Gaza où les États-Unis fournissent précisément des armes et les Ukrainiens en pâtissent d'une certaine manière indirectement. Ce qui est frappant dans cette stratégie qui consiste à viser les raffineries, et dont les Américains ne veulent plus, c'est que les intérêts des Américains et des Russes se rejoignent à cet endroit-là. Ni l'un ni l'autre n'ont intérêt à ce que ces frappes continuent. Nadejda. Je dirais c'est en question. Je me pose la question de l'absence de réaction aiguë du pouvoir russe. Ah oui. Parce que ça continue plusieurs jours et ça ne devient pas sur les médias russes quelque chose point chaud, c'est comme une frappe sur raffinerie, il n'y a pas de réaction grave, je dirais.
je dirais peut-être, c'est aussi un profit par ricochet pour Poutine, augmentation des prix de pétrole au monde entier. Oui, Ça veut dire qu'elle ne perd pas dans n'importe quel moment. Si ça augmente, c'est parce que c'est lié avec l'élection américaine. Et ce qui est intéressant avec l'interview, ou en tout cas les paroles de Zelensky, c'est qu'elles font d'autant plus... elles ont une portée d'autant plus importante qu'elles rejoignent aussi d'autres situations. Les États-Unis, leur leadership, leur capacité à imposer leur volonté est contestée, y compris de la part de leurs alliés. C'est ça qui est assez saisissant, je trouve, dans cette période actuelle. On a d'un côté leur allié stratégique au Moyen-Orient, Israël, qui démontre sa capacité à se départir des injonctions américaines. Et là, on a Zelensky qui carrément défie les intérêts américains tels qu'ils sont exprimés. C'est une forme de chantage qu'il est en train de faire. Quasiment. Vous avez l'air gêné par le mot. Mais vous ne le désapprouvez pas complètement non plus. Non, retenons le fait que des alliés peuvent avoir des intérêts divergents. Et des ennemis, des intérêts convergents, en l'occurrence, qui sont les cours du pétrole. Oui. Occasionnellement, oui. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a quelques jours, je pense 1 à 2 semaines, le président Biden a dit qu'il était légitime que les Ukrainiens frappent aussi des objectifs d'infrastructure en Russie. Et on voit bien que les Ukrainiens prennent un soin à ne pas causer trop de dommages collatéraux quand ils bombardent On n'entend pas parler de dizaines de morts, ou comme lors des bombardements russes en Ukraine, vous voyez. Donc il y a une grosse nuance. Et je dirais que les Américains, effectivement, les intérêts des deux pays sont assez différents, même si ils convergent sur le fait que la Russie ne doit pas gagner du territoire en Europe. Mais les Américains, depuis le début, on sent bien ils craignent qu'une trop rapide déstabilisation de la Russie provoque un chaos tel que la situation échappe à tout contrôle. Pour un pays nucléaire avec 5000 têtes, c'est dangereux. Donc c'est de ça que les Américains ont peur. Autrement dit, leur stratégie consiste à permettre aux Ukrainiens de pratiquer de l'attrition sur les Russes, mais pas jusqu'à un point où on percerait. Et puis, parce que s'ils avaient donné les 300 Atacms qu'ils ont tout frais dans leur stock à un certain moment, avant la contre-offensive, je pense que les Ukrainiens n'en seraient pas là, vous voyez, entre autres.